Je m'appelle Claire et j'ai 28 ans. Pendant 5 ans, j'ai empêché ma famille de tout perdre pendant que mon frère aîné récoltait tous les lauriers. Ils m'appelaient leur petite main et prévoyaient de lui léguer l'intégralité de l'héritage jusqu'à ce que je me lève lors de la lecture du testament et que je fasse glisser un dossier bleu sur la table. L'expression sur le visage de mon père quand il l'a ouvert, ça n'avait pas de prix. Avant de vous raconter ce qu'il y avait à l'intérieur, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires de secrets de famille qui changent tout. Tout a commencé à 2 heures du matin, debout dans mon salon, entouré de dossiers que j'aurais dû jeter il y a des années. Relevés bancaires, confirmation de paiement, reçus pour des factures qui n'étaient pas les miennes. Chaque document racontait la même histoire. J'étais le fonds d'urgence de la famille, leur gestionnaire de crise, leur équipe de nettoyage silencieuse. Et demain, j'allais découvrir exactement combien tout cela valait à leurs yeux. Mais revenons un peu en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, tenant une pile de papier qui allait tout changer, dans une pièce qui sentait le café soluble et l'épuisement. Je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je cumule 2 emplois, l'un comme secrétaire médicale dans un cabinet privé, l'autre en faisant de la comptabilité en freelance le week-end. Mon appartement est petit, mes meubles sont d'occasion et mon compte épargne affiche exactement 350 €. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, mon père a failli tout perdre. Sa petite entreprise de BTP s'est effondrée lorsque 2 gros clients ont fait défaut de paiement. Les dettes se sont accumulées à une vitesse folle. Prénéquité bancaires, carte de crédit, factures fournisseurs, arriérés d'URSSAF qu'il avait ignorés. Mes parents étaient à quelques semaines de la saisie immobilière quand je suis intervenue. J'avais 23 ans, fraîchement diplômée en finance, avec exactement 0 expérience dans la négociation avec des créanciers véreux. Mais j'ai appris. J'ai passé des mois au téléphone avec les banques, à restructurer les échéanciers, à vendre du matériel, à réduire les coûts partout où je le pouvais. Un mois, j'ai souscrit un prêt personnel pour payer les traites de leur maison. J'ai fait des heures supplémentaires et j'ai injecté chaque euro excédentaire dans leur navire en perdition. Je les ai sauvés. Et puis j'ai continué à les sauver mois après mois, année après année, car la crise ne s'est jamais vraiment arrêtée. Il y avait toujours quelque chose. Une facture médicale, une toiture à réparer, le système électrique à mettre aux normes. Mes parents ne se sont jamais tout à fait remis sur pied et je n'ai jamais tout à fait arrêté de les rattraper quand ils tombaient. Le truc, c'est qu'ils ne m'ont jamais demandé d'arrêter. Ils s'attendaient simplement à ce que je continue. Ce qui m'amène à mon frère, Alexandre. Alexandre a 3 ans de plus que moi. Si vous demandiez à n'importe qui dans notre famille de le décrire, ils utiliseraient des mots comme charismatique, ambitieux et plein de potentiel. Si vous me demandez à moi, je dirais qu'il a passé la dernière décennie à trouver des moyens créatifs d'éviter les responsabilités tout en récoltant les honneurs juste pour avoir fait acte de présence. Quand l'entreprise de papa s'est effondrée, Alexandre était en Thaïlande pour se trouver. Il est rentré 6 mois plus tard, bronzé, sans un sou d'économie, avec une histoire sur ses cours de yoga donnés sur une plage. Il est resté juste assez longtemps pour emprunter de l'argent à papa, argent que je venais tout juste de déposer sur son compte, puis est reparti pour une autre aventure spirituelle en Amérique du Sud. Le mois dernier, il est rentré pour de bon. Ils l'ont accueilli comme un héros de guerre. Maman a préparé son dîner préféré, papa a acheté du champagne. Il y avait de vrais ballons dans ce salon, ceux avec écrit « Bon retour » en lettres brillantes. Et quand l'addition de ce dîner est arrivée, maman me l'a tendu avec un sourire en disant « Claire, ma chérie, tu peux régler ça? Tu es si douée avec l'argent. Je te rembourserai. Je rembourse toujours. » Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez mes parents après ma journée au cabinet médical, portant encore mes vêtements de travail, le corps endolori d'avoir passé 9 heures assise à un bureau. Je suis entrée pour trouver Alexandre affalé sur le canapé, scrollant sur son téléphone pendant que maman s'agitait autour de lui avec des snacks. « Claire, maman a dit d'un ton enjoué. Timing parfait. La facture d'électricité est arrivée aujourd'hui et elle est un peu élevée ce mois-ci. Qu'il menace de couper si on ne paye pas d'ici vendredi. Tu peux t'en occuper? Pas « est-ce que tu voudrais bien ?» Pas « est-ce que tu pourrais si ça ne te dérange pas ?» Mais « tu peux t'en occuper ?»
comme si c'était déjà décidé, comme si j'étais le service après-vente de leur vie. Bien sûr, ai-je dit, parce que qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je fais le virement ce soir. Tu es un ange gardien, a dit maman, se tournant déjà vers Alexandre. N'est-ce pas? C'est Spaz, Alexandre. Alexandre a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour grogner quelque chose qui ressemblait à un accord, puis est retourné à son écran. Je suis restée là un instant, invisible dans le salon de ma propre famille, et j'ai senti quelque chose de sombre et d'amer se nouer dans ma poitrine. Plus tard ce soir-là, je pliais le linge dans la cuisine, parce que bien sûr c'était à moi de le faire, quand j'ai entendu maman au téléphone dans la pièce voisine. « Oh, il se débrouille à merveille », disait-elle, la voix chaude de fierté. « Alexandre a un tel potentiel, tu sais. Il parle déjà de quelques idées d'entreprise, de grands projets. » Une pause. « Claire? Oh, elle va bien. Elle aide pour les petites tâches ici et là. Le paiement des factures, ce genre de choses. Rien de majeur. Des petites tâches. 5 ans à les sortir de la dette. 5 ans à sacrifier ma propre stabilité pour les maintenir à flot. 5 ans à répondre à chaque appel paniqué, à réparer chaque désastre financier, à être la personne dont il ne se souvenait que lorsque quelque chose était cassé. Des petites tâches. J'ai fini de plier le linge en silence, mes mains bougeant automatiquement pendant que mon esprit tournait en boucle. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait des heures sup pour couvrir leurs urgences. Aux vacances que j'avais annulées parce que papa avait besoin d'argent pour réparer du matériel. À la voiture que je conduisais encore, même si elle faisait des bruits de grincement horribles, parce que je ne pouvais pas m'en offrir une nouvelle après avoir payé les implants dentaires de maman. J'ai pensé à Alexandre, qui avait passé sa vingtaine à parcourir le monde pendant que je passais la mienne à empêcher notre famille d'éclater. Et j'ai pensé à la façon dont papa le regardait avec fierté, avec espoir, avec une sorte de certitude qui disait « c'est lui, le fils qui compte ». Ce soir-là, pendant le dîner, papa a dit quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Nous étions assis autour de la table. Moi, maman, papa et Alexandre. Mangeant des plats à emporter que j'avais récupérés en venant. Alexandre parlait d'un vague projet de lancer une entreprise de consulting, lançant des mots à la mode qu'il avait clairement piochés dans un podcast. Papa écoutait avec une attention captivée, hochant la tête comme si Alexandre donnait une conférence TED. « C'est bien mon fils », a dit papa en tapant sur l'épaule d'Alexandre. « Tu as toujours eu la bosse des affaires. Un jour, tu reprendras tout, tout. » Le mot est resté suspendu dans l'air comme une lame. Alexandre a souri. « Eh bien, il faut bien que quelqu'un perpétue l'héritage familial, non ?» Maman a ri. Bien sûr, c'est logique. Je suis restée assise là, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche, et personne ne m'a même regardée. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres venant du notaire de la famille. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre était brève, professionnelle et terrifiante. Elle demandait que je fournisse des copies de tous les documents financiers que je gérais pour mes parents, les accords de prêt, les relevés de paiement, les extraits de compte pour l'organisation de la succession. La succession. Mon père n'avait même pas 60 ans. Il était en bonne santé, actif. Il n'était pas prêt de penser à sa mortalité. Ce n'était pas une question de mort, c'était une question de décision. Des décisions qu'il prenait sans moi. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là, la lettre serrée dans ma main. J'ai trouvé maman dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. « Maman » ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « J'ai reçu une lettre du notaire. Il veut tous les documents financiers que je gère. » Qu'est-ce qui se passe? Oh, maman n'a même pas levé les yeux de sa planche à découper. Oh, ça. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton père et moi mettons juste de l'ordre dans les affaires, tu sais, pour l'avenir. Quel genre d'ordre? La planification de la succession. S'assurer que tout est correctement documenté. Vous n'avez pas pensé à m'en parler? Elle a finalement levé les yeux. Son expression oscillait entre le dédain et l'agacement. Claire, ne complique pas tout. C'est juste de la paperasse. Tu es toujours si dramatique avec ces choses-là. Maman, je gère vos finances depuis 5 ans. Je pense que j'ai le droit de savoir. Alexandre est l'aîné, m'a-t-elle interrompu, la voix ferme. C'est la tradition.
Le fils aîné hérite des actifs familiaux. C'est comme ça que ça marche. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Donc, vous donnez tout à Alexandre. On ne donne rien à personne pour l'instant. On prévoit juste, on s'assure que les choses soient claires le moment venu. Et où est-ce que je me situe dans ce plan? Maman a soupiré comme si je faisais exprès d'être difficile. Et tu feras toujours partie de cette famille, Claire. Mais c'est Alexandre qui portera le nom de la famille, l'entreprise. C'est naturel. Naturel. Comme si mes 5 années de sacrifice n'étaient que quoi? Un bruit de fond. Une note de bas de page dans l'histoire du succès inévitable d'Alexandre. Je suis partie sans un autre mot, la lettre froissée dans mon poing. Cette nuit-là, je suis restée devant la maison de mes parents dans le noir, l'air d'été épais et humide autour de moi. À travers la fenêtre, je pouvais les voir à l'intérieur. Maman, papa et Alexandre riant de quelque chose, ressemblant à l'unité familiale parfaite, complète sans moi. 5 ans, ai-je chuchoté dans l'obscurité, ma voix à peine audible. 5 ans, et ce n'est toujours pas assez. Mais au moment même où je le disais, quelque chose d'autre grandissait en moi, pas seulement de la blessure, pas seulement de la colère, de la détermination. Parce qu'il y avait quelque chose que mes parents ne savaient pas, quelque chose que j'avais documenté et protégé pendant 5 ans. Et demain, quand je rentrerai dans l'étude de ce notaire, j'allais découvrir exactement ce que cela valait. L'étude du notaire sentait le vieux cuir et le cirage coûteux. Assise dans la salle d'attente, mon sac lourd des documents que Maître Lambert avait demandés, j'essayais d'ignorer la façon dont mon cœur martelait contre mes côtes. J'étais venue ici une fois auparavant, il y a 5 ans, au pire de la crise financière de papa. À l'époque, j'avais signé des papiers que je comprenais à peine, désespérée de faire tout ce qu'il fallait pour sauver la maison de mes parents. Maintenant, j'étais de retour et j'avais le sentiment que ces papiers allaient compter d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mademoiselle Dubois. La réceptionniste m'a souri. Maître Lambert va vous recevoir maintenant. Je l'ai suivi dans un couloir bordé de diplômes pour entrer dans un bureau qui réussissait à être à la fois spacieux et claustrophobe. Maître Lambert était assis derrière un bureau massif et dès que j'ai vu son visage, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air mal à l'aise. En fait, mal à l'aise n'était pas le bon mot. Il ressemblait à un homme sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle et qui n'en était pas heureux. « Claire », a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. Sa poigne était ferme mais brève. « Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise, plaçant mon sac soigneusement sur le sol à côté de moi. « Vous avez dit que vous aviez besoin des documents financiers. »« Oui, je. » Il marqua une pause, ajustant ses lunettes. « En fait, avant d'en arriver là, il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous. Votre père a mis à jour son testament la semaine dernière. Mon estomac s'est noué. Mise à jour? Comment? Maître Lambert a sorti un dossier, fin, d'apparence officielle, et l'a ouvert avec précaution. Votre père a désigné Alexandre comme seul héritier de la maison familiale, des actifs de l'entreprise et du terrain sur les quais. Les mots résonnaient dans ma tête, rebondissant comme s'ils cherchaient un endroit où atterrir. « Et moi ?» j'ai demandé, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. L'expression de Lambert s'est tendue avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Vous êtes listé comme... » Laissez-moi lire exactement. « Gestionnaire financière de soutien. » J'ai ri. J'ai réellement ri. Ce son sec, amer, qui ne m'appartenait pas. Gestionnaire financière de soutien, ai-je répété. C'est ce que je suis. C'est mon rôle. Je suis désolée, Claire. J'ai conseillé à votre père de reconsidérer cette structure, mais il a insisté sur le fait que c'était la tradition. Il a dit. Lambert hésita. Il a dit quoi? Il a dit que vous n'aviez besoin de rien, que vous étiez capable de construire votre propre vie. La rage est venue alors, chaude et immédiate, mais je l'ai refoulée. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Pas ici, pas maintenant. Puis-je voir les documents? Ai-je demandé. Lambert les a fait glisser sur le bureau. Je les ai pris avec des mains stables et j'ai commencé à lire. Le testament était exactement comme il l'avait décrit. Tout à Alexandre. Rien pour moi, à part la vague désignation de gestionnaire financière.
ce qui signifiait apparemment que j'aurais l'honneur de continuer à gérer leur argent pendant que mon frère héritait des résultats de mon labeur. Mais c'est la série de documents suivante qui m'a glacé le sang, accords financiers, papiers de restructuration de prêts, négociations bancaires, tous avec la signature d'Alexandre. Alexandre qui n'était même pas dans le pays quand la plupart de ces documents ont été signés. Alexandre qui n'avait jamais parlé à un banquier de sa vie. Alexandre qui ne connaissait pas la différence entre un taux fixe et un taux variable. « Maître Lambert » ai-je dit lentement. « Ces signatures, les signatures d'Alexandre. » « Quand ces documents ont-ils été signés? » Lambert s'est penché en avant, scannant les dates. Son visage a légèrement pâli. Ils dateraient d'il y a 3 ans, lors de la 2e phase de restructuration. Alexandre était en Argentine il y a 3 ans. Silence. Êtes-vous en train de dire que je dis que quelqu'un a imité une signature, ai-je dit platement. Je dis que ces documents sont frauduleux. Le calme professionnel de Lambert s'est fissuré. Si c'est vrai, alors ces accords pourraient être contestés. Toute la structure de la résolution de la dette pourrait être compromise. Ce qui signifie, ai-je terminé, que tout ce qui a été construit par-dessus, y compris ce testament, est bâti sur un mensonge. J'ai rassemblé les documents et les ai replacés soigneusement dans le dossier. Mes mains ne tremblaient plus. Le choc s'était consumé, laissant place à quelque chose de plus dur, de plus froid. J'ai besoin de copies de tout, ai-je dit. Chaque document avec la signature d'Alexandre, chaque accord des 5 dernières années. Lambert m'a étudié un long moment. Claire, si vous prévoyez ce que je pense que vous prévoyez, je ne prévois rien d'autre que de me protéger. Vous venez de me dire que je n'hérite même pas des dettes que j'ai payées. Donc, je pense que j'ai droit à un peu de vérification. Il a hoché la tête lentement et a commencé à faire des copies. Alors que l'imprimante ronronnait, il a dit doucement. Pour ce que ça vaut, j'ai dit à votre père que c'était une erreur. C'est vous qui les avez sauvés. Vous méritez d'être reconnu pour ça. Méritez, ai-je dit, le mot ayant un goût amer. Je commence à réaliser que ce qu'on mérite et ce qu'on obtient sont 2 choses très différentes. Cette nuit-là, j'étais assise à la table de ma cuisine entourée de papiers. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque confirmation par email. 5 ans de ma vie documentée en noir et blanc. J'avais tout gardé, absolument tout. À l'époque, je me disais pas que c'était juste une bonne pratique financière, garder des traces au cas où nous serions audités ou aurions besoin de prouver des paiements, mais quelque part au fond de mon esprit, je pense que je savais. Je savais qu'un jour, je pourrais avoir besoin de la preuve que j'avais existé, que mes sacrifices avaient été réels, que je n'avais pas juste imaginé le poids de porter ma famille sur mon dos. J'ai tout organisé chronologiquement, créant une chronologie de crise et de résolution. Voici la première, négociation bancaire. Voici le paiement qui a stoppé la saisie. Voici le mois où j'ai couvert 3 urgences différentes avec de l'argent emprunté sur ma propre carte de crédit. Et voici l'accord de transfert d'il y a 5 ans. Je l'ai sorti lentement, le lisant pour la première fois depuis des années. C'était le document que j'avais signé me donnant une procuration temporaire, un mandat, pendant la crise de faillite de papa. J'en avais besoin pour négocier avec les banques en son nom, pour prendre des décisions financières quand il était trop submergé pour fonctionner. Je me souvenais l'avoir signé. Je me souvenais de l'avocat, un autre avocat, pas Lambert, expliquant que c'était temporaire, juste pour traverser la crise. Mais en le relisant maintenant, en le lisant vraiment, au lieu de le survoler dans la panique, j'ai vu quelque chose que j'avais manqué auparavant, une clause enfouie dans le langage juridique, facile à manquer. Si le mandataire désigné résout avec succès plus de 50% des passifs financiers listés dans la période désignée, le dit mandataire conservera des droits de propriété partielle sur les actifs garantis, y compris, mais sans s'y limiter, les biens immobiliers et les intérêts commerciaux, à titre de protection contre de futures réclamations en responsabilité. Je l'ai relu encore et encore. Puis j'ai sorti ma calculatrice et j'ai commencé à additionner les chiffres. La dette originale, 850 000 €. Le montant que j'avais personnellement résolu, payé ou négocié, 825 000 €. C'était 97%. J'avais résolu 97% de leurs dettes, ce qui signifiait que selon cette clause, j'avais des droits de propriété partielle, des droits légaux.
Pas des droits moraux, pas des droits d'obligation familiale, de vrais droits légaux exécutoires. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Maître Lambert. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Lambert » a-t-il dit. « C'est Claire Dubois. J'ai besoin de vous demander quelque chose à propos de l'accord de mandat d'il y a 5 ans, celui que j'ai signé pendant la crise de la faillite. » J'ai entendu un bruissement comme s'il s'asseyait. « Qu'est-ce que c'est qu'il a? » « Il y a une clause sur la propriété partielle. Si j'ai résolu plus de la moitié de la dette, cette clause tient-elle toujours? » Une longue pause. « Laissez-moi regarder mes dossiers. » Je vous rappelle, 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Claire, » a dit Lambert, sa voix prudente. « Cette clause est toujours juridiquement contraignante. L'accord n'a jamais été formellement dissous. Si vous pouvez prouver que vous avez résolu la majorité des passifs listés, alors oui, vous avez des droits de propriété partielle. Même si votre père a mis à jour son testament la semaine dernière, la clause de propriété précède le testament. Il ne peut pas donner quelque chose qu'il ne possède pas entièrement. » J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose comme de l'espoir et de la terreur se mélanger dans ma poitrine. « Est-ce que mon père savait que cette clause tenait toujours? » Le silence de Lambert fut une réponse suffisante. « Il a supposé que vous ne garderiez pas de traces, » a-t-il dit finalement. « Il a supposé que vous aviez juste laissé tomber. » J'ai ri à nouveau, ce même son sec de tout à l'heure. « Il ne me connaît pas du tout, n'est-ce pas? » Apparemment non. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je suis restée assise à regarder les documents étalés sur ma table. 5 ans de travail invisible, soudainement visible. 5 ans à être tenue pour acquise, soudainement documentée. 5 ans à m'entendre dire que je ne comptais pas, soudainement démenti. Les jours suivants passèrent dans un flou de préparation. J'ai organisé mon dossier jusqu'à ce qu'il soit parfait, chaque document dans l'ordre, chaque chronologie claire, chaque preuve irréfutable. J'ai recoupé les dates, surligné les passages clés et créé une fiche récapitulative qui exposait exactement ce que j'avais fait et ce que cela signifiait légalement. Pendant ce temps, la vie chez mes parents continuait comme si de rien n'était. Alexandre avait commencé à faire des plans pour sa propriété. Il invitait des amis à voir la maison, parlant des rénovations qu'il voulait faire. Des pièces qu'il voulait transformer. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà hérité, dont l'avenir était assuré. Un soir, je suis passée déposer des courses que maman m'avait demandé de prendre, parce que bien sûr, elle l'avait fait. J'ai trouvé Alexandre dans le salon avec 3 de ses amis, pointant les murs et parlant de les abattre pour créer un espace ouvert. « Tout cet espace sera parfait pour recevoir, » disait-il. « Une fois que ce sera à moi, je vais vraiment faire de cet endroit quelque chose de spécial. Une fois que ce sera à moi. » Il m'a vu dans l'embrasure de la porte et a souri. « Hé, Serette, qu'est-ce que t'en penses? » Je devrais garder la cheminée ou la moderniser. Je l'ai regardée, son assurance facile, la façon dont il avait déjà emménagé dans un futur qui n'incluait pas mon passé. « Je pense que tu devrais attendre que ce soit réellement à toi, » ai-je dit doucement. Il a ri. « Allez, ne sois pas bizarre avec ça. Tu sais comment ça marche. Papa sait qui peut gérer les responsabilités. » L'ironie a failli me faire rire. Failli. Au lieu de cela, j'ai souri d'un petit sourire prudent et j'ai dit « Tu as raison. Papa sait exactement qui gère les responsabilités. » Alexandre s'est retourné vers ses amis, me congédiant déjà, et j'ai laissé les courses sur le comptoir de la cuisine et je suis sortie. Le lendemain, maman a appelé. « Claire, ma chérie, on fait une petite réunion vendredi. Une fête pour la lecture du testament. Juste un petit quelque chose pour célébrer l'avenir d'Alexandre. Tu peux m'aider à décorer? Une célébration? Ils organisaient une fête pour mon effacement? »« Bien sûr, maman, » ai-je dit. « Je serai là. Merveilleux. Et mettre quelque chose de joli. »« D'accord. On prendra des photos. » J'ai raccroché et j'ai regardé le dossier sur ma table. Épais, organisé, prêt. « Je mettrai quelque chose de joli, » ai-je dit à mon appartement vide. Ou ne vous inquiétez pas. Cette nuit-là, j'ai eu un moment de doute. Je me suis assise par terre, entourée de papier, et je me suis laissée aller à me souvenir de mon enfance. Je me souvenais avoir aidé papa avec ses tableurs d'entreprise quand j'avais 12 ans, fière qu'il me fasse confiance pour un travail d'adulte. Je me souvenais d'Alexandre recevant des éloges pour avoir rapporté un bulletin scolaire correct alors que j'avais droit à une tape sur la tête pour avoir géré le budget familial.
Je me souvenais avoir appris lentement et douloureusement que être utile signifiait être invisible. Que résoudre les problèmes en silence signifiait que personne ne remarquait votre existence. Ce schéma m'avait suivi toute ma vie. À l'école, j'étais la fille qui aidait tout le monde avec les devoirs, mais qui n'était jamais invitée aux fêtes. Au travail, j'étais l'employé qui corrigeait les erreurs de tout le monde, mais qui n'était jamais promu. Dans ma famille, j'étais le fonds d'urgence, l'équipe de nettoyage, celle qui faisait tourner la boutique pendant que tout le monde récoltait le crédit des résultats. Je m'étais rendue si utile que j'étais devenue jetable. Mais plus maintenant, j'ai ramassé le dossier, sentant son poids dans mes mains, et je me suis fait une promesse. Cette fois, je ne resterai pas invisible. Vendredi est arrivé. Je me suis habillée avec soin. Pas trop chic, pas trop décontractée. Professionnelle, posée. Je me suis coiffée et maquillée, pas pour être jolie, mais pour avoir l'air sûre de moi. J'avais besoin de ressembler à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai mis le dossier dans mon sac et j'ai conduit jusqu'à l'étude du notaire, mes mains stables sur le volant. C'était le moment. Fini d'être silencieuse. Fini d'être arrangeante. Fini de me faire petite pour que tout le monde puisse se sentir grand. Aujourd'hui, j'allais prendre de la place. Le matin de la lecture du testament, je me suis réveillée à 5 heures et je n'ai pas pu me rendormir. Je suis restée au lit à regarder le plafond s'éclairer lentement avec la lumière de l'aube, pensant à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Et si la clause n'était pas aussi forte que Lambert le disait? Et si papa avait un avocat qui pouvait la démonter? Et si j'entrais là-dedans, révélais mon jeu et qu'il se contentait de rire de moi? Et si j'avais passé 5 ans à les sauver, seulement pour prouver que j'étais exactement aussi impuissante qu'ils l'avaient toujours pensé? Je me suis levée et j'ai fait du café, puis je me suis assise à ma table de cuisine une dernière fois avec mon dossier. Je l'avais revu 100 fois la semaine passée, mais j'avais besoin d'être sûre. J'avais besoin d'être certaine que chaque document était en ordre, chaque date correcte, chaque preuve en béton armé. Le dossier comportait 3 sections. Section 1, la crise. Cela contenait chaque document d'il y a 5 ans. L'avis de saisie, le dépôt de bilan, le montant de la dette originale, l'accord de mandat avec la clause de propriété clairement surlignée. Section 2, la résolution. C'était le cœur du sujet. Chaque paiement que j'avais effectué, chaque prêt que j'avais négocié, chaque créancier avec qui j'avais transigé. Chaque document était daté et recoupé avec mes relevés bancaires. J'avais même inclus des emails et des SMS montrant mes parents me demandant de gérer les choses et moi confirmant que je l'avais fait. Section 3. La preuve. C'était les maths. Un tableau détaillé montrant la dette originale par rapport à ce que j'avais résolu. 97%, avec des sources pour chaque chiffre, chaque calcul vérifié et revérifié. C'était imparable. Je savais que c'était imparable, mais ma main tremblait encore quand j'ai fermé le dossier et l'ai mis dans mon sac. Je suis arrivée à l'étude du notaire à 11h, 30 minutes avant le début prévu de la lecture. La réceptionniste m'a accueillie avec une chaleur professionnelle et m'a dirigée vers la même salle de conférence où Lambert m'avait parlé du testament pour la première fois. La salle était aménagée comme pour une fête. Quelqu'un avait apporté des fleurs. Il y avait un plateau de viennoiserie sur la table d'appoint et une bouteille de champagne sur glace, car apparemment, nous commémorions mon effacement avec du vin pétillant. Maman et papa sont arrivés ensuite, tous deux sur leur 31, tous deux souriants. Papa portait un costume que j'avais payé pour faire nettoyer à sec le mois dernier. Maman portait un collier que je lui avais acheté pour son anniversaire il y a 2 ans. Ils m'ont vu et m'ont fait signe. « Claire, tu es venue », a dit maman comme s'il y avait eu le moindre doute. « Tout n'est-il pas charmant? Alexandre a choisi les fleurs. » Bien sûr que c'était lui. Alexandre est arrivé en dernier, avec 15 minutes de retard, portant un blazer qui lui donnait l'air d'assister à son propre couronnement. Ses amis n'étaient pas avec lui. C'était la famille seulement, plus Lambert. Mais il avait cette même assurance facile, cette certitude que le monde s'arrangerait en sa faveur. Il a tapé sur l'épaule de papa. « Prêt pour ça, le vieux? Papa a ri. »« C'est juste une formalité, fiston. On rend juste ça officiel. » Les yeux d'Alexandre ont trouvé les miens à travers la pièce. Et il a eu un sourire en coin. Pas exactement cruel, juste suffisant, comme s'il avait gagné une compétition dont je ne savais même pas que nous faisions partie. Je me suis assise sur ma chaise, j'ai posé mon sac à côté de moi et j'ai croisé les mains sur mes genoux. Lambert est entré, l'air professionnel et impassible.
S'il était surpris de voir l'installation festive, il ne l'a pas montré. Il a pris place en bout de table et a ouvert sa mallette. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit. « Commençons. » La lecture a commencé exactement comme je m'y attendais. Lambert a passé en revue les préliminaires juridiques, expliquant que c'était le testament de Robert Dubois, qu'il avait été mis à jour la semaine précédente, qu'il remplaçait toutes les versions antérieures. Puis il a commencé à lire le contenu réel. À mon fils, Alexandre Michel Dubois, je lègue la maison familiale au 442 Allée de la Rivière ainsi que tout le mobilier et le contenu s'y trouvant. Je lui lègue en outre les actifs commerciaux de l'entreprise Dubois, y compris tout l'équipement, les contrats et les relations clients. Je lui lègue de plus le terrain non bâti au bord de la rivière, avec l'entente qu'il utilisera ses actifs pour se construire un avenir et perpétuer l'héritage familial. Alexandre s'est adossé à sa chaise, essayant d'avoir l'air humble, mais échouant complètement. Papa s'est penché et a pressé son épaule, les yeux brillants de fierté. Lambert a continué. « À ma fille, Claire-Élisabeth Dubois, je lègue ma gratitude pour son soutien au fil des années. Elle continuera dans son rôle de conseillère financière de la famille si elle choisit d'accepter cette responsabilité. Gratitude. Pas de propriété, pas de sécurité, pas de reconnaissance, de la gratitude. Maman s'est penchée vers moi et a chuchoté « Tu vois, ton père t'apprécie. » Je n'ai rien dit. Lambert a fini de lire et a posé le document. Il y a eu un moment de silence, puis papa a poussé l'acte de propriété à travers la table vers Alexandre avec un geste théâtral. « Et voilà, fiston, » a-t-il dit. « C'est officiel maintenant. Tout ce qu'on a construit, c'est à toi. » Alexandre a ramassé l'acte, souriant. Il m'a regardé et je l'ai vu dans ses yeux. Pas exactement de la méchanceté, mais de la satisfaction. La satisfaction de quelqu'un qui avait toujours su qu'il était le favori et qui venait de le voir confirmé par écrit. « Sans rancune serette, » a-t-il dit. « Tu sais comment c'est, la tradition familiale et tout ça. » Je me suis levée. Le mouvement a été si soudain que tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti mon dossier, épais, organisé, lourd de documentation, et je l'ai fait glisser sur la table. Il a atterri devant papa avec un bruit sourd. « En fait, » ai-je dit, la voix stable, « il y a quelque chose que vous avez tous besoin de voir. » Maman a froncé les sourcils. « Claire, ce n'est pas le moment pour tes paperasses. »« Je pense que si, » ai-je dit. Papa a regardé le dossier comme si c'était un serpent qui pouvait le mordre. Pendant un moment, il n'a pas bougé. Puis, lentement, il l'a ouvert. J'ai regardé son visage alors qu'il lisait la première page, la fiche récapitulative que j'avais créée, exposant tout en termes clairs et simples. Son expression a changé lentement, passant de l'intérêt décontracté à la confusion, à la reconnaissance, puis à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Il a tourné la page suivante et la suivante. Ses mains bougeaient plus vite, feuilletant les documents, son visage devenant plus pâle à chaque page. Alexandre s'est penché pour essayer de voir ce qui secouait tant papa. « C'est quoi ça ?» Papa n'a pas répondu. Il continuait de lire, sa mâchoire se serrant, sa respiration devenant plus difficile. Maman a tendu la main vers le dossier. « Robert, qu'est-ce qui ne va pas ?» Papa a claqué le dossier, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce calme. Il m'a regardé et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père me regarder avec autre chose qu'un désintérêt poli. Il m'a regardé avec fureur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix a résonné contre les murs. Alexandre a reculé sur sa chaise. La main de maman a volé à sa poitrine. Je suis restée là, les mains stables le long du corps, et j'ai senti 5 années d'invisibilité se cristalliser enfin en quelque chose de visible, d'indéniable et de complètement hors de leur contrôle. « Je vous ai sauvé, » ai-je dit doucement. C'est ce que j'ai fait. Le silence après le cri de papa était assourdissant. Il flottait dans l'air comme de la fumée, épais et étouffant, pendant que tout le monde essayait de traiter ce qui venait de se passer. Alexandre a récupéré en premier. Il a arraché le dossier des mains de papa, le tirant à travers la table avec assez de force pour que quelques papiers s'en échappent. Il a commencé à feuilleter les pages, ses yeux scannant sans comprendre, son visage se tordant de confusion. « C'est quoi ça ?» a-t-il exigé. « Ce sont juste des relevés bancaires et des reçus. »
Et alors? Lambert s'est éclairci la gorge. Le bruit a fait que tout le monde l'a regardé, et j'ai vu la reconnaissance poindre sur son visage. Pas exactement de la surprise, mais la réalisation que le moment auquel nous nous étions implicitement préparés était enfin arrivé. « Monsieur Dubois, » a dit Lambert prudemment, « peut-être devriez-vous me laisser expliquer ce que mademoiselle Dubois a présenté. » « Je sais ce qu'elle a présenté, » a dit papa, la voix tremblante. 5 ans de culpabilisation documentés dans un classeur. « En fait, » ai-je dit, toujours debout, toujours stable. C'est 5 ans d'intervention financière documentée avec dette, montant et implications juridiques. Maman s'est levée aussi, le visage rouge de colère. « Claire, comment oses-tu perturber ce jour avec thé? Laisse parler Lambert. » Je l'ai interrompu. Ma voix était calme, mais quelque chose dedans a fait claquer la bouche de maman. Lambert a tiré le dossier vers lui et a extrait la fiche récapitulative. Ce que Claire a fourni est une documentation complète de son rôle dans la résolution de la crise financière de votre famille il y a 5 ans. Selon ses archives, elle a personnellement géré environ 97% de la résolution de la dette. Alors, elle a payé quelques factures, a dit Alexandre avec dédain. On fait tous des sacrifices pour la famille. C'est plus que ça, a continué Lambert, et maintenant sa voix avait pris ce ton prudent d'avocat, celui qui signifie que vous êtes sur le point d'entendre quelque chose d'important. Il y a 5 ans, pendant la crise de faillite, Claire a reçu une procuration temporaire pour négocier au nom de votre père. Le visage de papa était passé du rouge au gris. Je sais, c'était temporaire. La crise est finie. L'accord de mandat contenait une clause de protection. Lambert a dit « Je vais la lire exactement comme elle est écrite. Si le mandataire désigné résout avec succès plus de 50% des passifs financiers listés dans la période désignée, le dit mandataire conservera des droits de propriété partiels sur les actifs garantis, y compris, mais sans s'y limiter, les biens immobiliers et les intérêts commerciaux. » La pièce est devenue complètement immobile. C'est. La voix de maman s'est éteinte. Ah, ça ne peut pas être vrai. Lambert l'a regardée avec une sympathie professionnelle. C'est une clause de protection standard dans ce type d'accord. Elle garantit que si quelqu'un assume une responsabilité financière substantielle en votre nom, il ne peut pas être tenu responsable plus tard des dettes qu'il a résolues sans avoir de droit légal sur. Les actifs garantis. Le visage d'Alexandre était devenu pâle. « Attends, tu es en train de dire que Claire possède une partie de la maison, une partie de l'entreprise? » Selon cette clause, oui, elle a des droits de propriété partiels basés sur sa résolution documentée de la dette familiale. « Partielle à quel point? » a demandé papa, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Lambert a sorti mon tableau, celui qui montrait tous les calculs dans des colonnes nettes et irréfutables. Basé sur ces calculs, Claire a résolu environ 47% de la dette originale. Le pourcentage exact de propriété devra être déterminé par une analyse juridique détaillée, mais on peut dire sans se tromper qu'il est substantiel. Maman s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants. « Tu nous as piégés. Tu as piégé ton propre père avec les petits caractères. » Quelque chose en moi a craqué. « Non, » ai-je dit, et ma voix était plus forte maintenant, plus dure. « Je vous ai sauvés. Je vous ai sauvés quand la banque était sur le point de tout prendre. Je vous ai sauvés quand vous ne pouviez pas payer les salaires. Je vous ai sauvés quand les créanciers menaçaient de poursuites judiciaires. Et chaque fois que je l'ai fait, vous m'avez demandé de signer des papiers, de gérer les négociations, de réparer tout ce qui était cassé. C'est vous fichiez des petits caractères. À l'époque, vous vouliez juste que le problème disparaisse. J'ai sorti mon téléphone et ouvert ma galerie photo. J'avais fait des captures d'écran de vieux SMS au cas où. « Tenez !» ai-je dit, tenant le téléphone pour que tout le monde puisse voir. Maman, septembre 2019. Claire. S'il te plaît, signe tout ce que la banque veut. On est désespérés. Papa, décembre 2019. Peux-tu t'occuper des papiers des créanciers? Je ne peux pas gérer ça maintenant. Maman, encore. Avril 2020. Tu es si douée pour ces trucs-là. Gère juste tout ce qui doit être géré. J'ai baissé le téléphone. Vous m'avez dit de gérer, alors je l'ai fait. Et quand j'ai signé des papiers qui me protégeaient de la noyade avec vous, ce n'était pas un piège. C'était du bon sens juridique de base.
Certains membres de la famille éloignée avaient commencé à arriver. Tantes, oncles, cousins invités pour être témoins du grand moment d'Alexandre. Ils se sont regroupés dans l'embrasure de la porte maintenant, confus par la tension, essayant de comprendre ce qui se passait. Une de mes tantes, Linda, s'est avancée avec hésitation. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était une lecture de testament. C'en est une, a dit Alexandre amèrement. Apparemment, on vient de découvrir que la moitié de ce que papa me donne n'est pas réellement à lui. Les yeux de tante Linda se sont écarquillés. Quoi? Un autre membre de la famille, oncle Tom, est entré dans la pièce. Attends, je suis perdue. Claire a fait quoi? Claire a sauvé maman et papa de la faillite il y a 5 ans, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce. Pendant qu'Alexandre était en Thaïlande à se trouver, j'étais ici à négocier avec les banques et à payer les créanciers. Apparemment, personne n'a pensé que cela valait la peine d'être mentionné. J'ai vu la reconnaissance poindre sur plusieurs visages. Ma cousine Sarah a carrément haleté. Attends, a dit Sarah. Je me souviens maintenant. Il y avait toute cette crise avec l'entreprise, mais je pensais. Alexandre, tu n'avais pas dit que tu avais aidé à régler ça? Le visage d'Alexandre était devenu rouge. J'ai fait ce que je pouvais. Tu étais en Argentine, ai-je dit platement. Tu as pas envoyé un email demandant si tout allait bien. C'était ta contribution. La pièce a éclaté en murmures. Les membres de la famille à qui on avait raconté une histoire réalisaient soudainement qu'on leur avait menti, ou du moins qu'on leur avait servi une version très sélective de la vérité. Papa a essayé de reprendre le contrôle. C'est une affaire de famille. On n'a pas besoin. En fait, a interrompu Lambert doucement. C'est maintenant une affaire juridique. Mademoiselle Dubois a présenté des preuves d'une revendication de propriété valide. Tant que cela n'est pas résolu, je ne peux pas procéder au transfert de ces actifs. Alexandre a frappé du poing sur la table. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste te pointer avec un dossier et voler mon héritage. Je ne vole rien, ai-je dit. Je réclame ce qui est légalement à moi sur la base d'une technicalité que vous avez cachée à tout le monde. Sur la base d'une clause qui était dans un document que tes parents m'ont demandé de signer pendant une crise pour laquelle tu n'étais même pas là. Alexandre, a dit papa, la voix tremblante. Calme-toi, on peut arranger ça. Comment? A exigé Alexandre. Comment exactement tu arranges ça? Papa s'est tourné vers Lambert. Il doit y avoir un moyen de contourner ça. Le testament est valide, non? Je l'ai mis à jour la semaine dernière. Ça doit bien compter pour quelque chose. Le testament est valide, a confirmé Lambert, mais vous ne pouvez pas léguer une propriété que vous ne possédez pas entièrement. Si Claire a une revendication de propriété légitime qui précède votre testament, alors cette revendication a la priorité. Le visage de papa s'est effondré. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, il n'avait pas l'air en colère, mais vaincu. Il ressemblait à un homme qui avait fait une terrible erreur de calcul et qui n'en voyait les conséquences que maintenant. « Claire, a-t-il dit doucement, qu'est-ce que c'est que tu veux? » La question était restée suspendue dans l'air. Tout le monde me regardait maintenant. La pièce entière, famille, avocats, parents, frères, tous attendant de voir ce que la fille invisible ferait maintenant qu'elle était soudainement inéluctablement visible. J'ai regardé papa, son visage gris et ses mains tremblantes, et j'ai senti quelque chose de compliqué se tordre dans ma poitrine. C'était l'homme qui avait félicité Alexandre pour avoir rapporté un bulletin scolaire correct pendant que je gérais le budget familial. C'était l'homme qui avait dit « Un jour, Alexandre reprendra tout », pendant que je payais ses factures. C'était l'homme qui avait mis à jour son testament la semaine dernière pour m'effacer de l'avenir de la famille. Mais c'était aussi l'homme qui m'avait appris à lire des tableurs quand j'avais 12 ans parce qu'il pensait que j'étais assez intelligente pour les comprendre. L'homme qui m'appelait sa petite résolveuse de problèmes, avec une affection sincère. L'homme qui m'avait laissé tomber encore et encore, pas par cruauté, mais par des angles morts, si profonds qu'il ne pouvait même pas voir que je me tenais dedans. « Je veux, ai-je dit lentement, que tu me dises la vérité. Savais-tu pour cette clause quand tu as mis à jour ton testament la semaine dernière? » Le silence de papa fut une réponse suffisante. Lambert s'est agité, mal à l'aise. Monsieur Dubois est venu me voir la semaine dernière pour me demander des détails sur l'accord de mandat. Je lui ai dit qu'il contenait des clauses de protection. Il a demandé si Claire aurait un droit légal sur la propriété. Je lui ai dit qu'elle en aurait si elle pouvait prouver une résolution substantielle de la dette. Et qu'a dit mon père?
J'ai demandé, bien que je sache déjà. Lambert a croisé mon regard. Il a dit, et je cite, Claire n'aura pas de preuves. Elle fait ses choses et passe à autre chose. Elle ne garde pas de traces. Les mots ont atterri comme des pierres. Alexandre a regardé papa. Tu savais? Tu savais qu'elle pouvait avoir un droit? Et tu as juste supposé qu'elle ne serait pas capable de le prouver? Papa n'a pas répondu. Il fixait le dossier sur la table comme si c'était une bombe qui avait déjà explosé. Maman a retrouvé sa voix. Tu dois comprendre, Claire. On ne pensait pas. On n'avait pas réalisé que tu gardais une trace de tout. On avait l'impression que tu aidais juste comme on le fait en famille depuis 5 ans. J'ai dit, vous pensiez que j'aidais juste depuis 5 ans, couvrant des centaines de milliers d'euros de dettes. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit que je pourrais garder des registres pour les impôts, si ce n'est pour autre chose. Maman n'avait pas de réponse. Je me suis retournée vers Lambert. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, a-t-il dit, nous devons déterminer l'étendue exacte de votre revendication de propriété. Je vais devoir examiner toute cette documentation attentivement et fournir une évaluation juridique. En attendant, M. Dubois ne peut pas transférer la propriété ou les actifs de l'entreprise sans votre consentement écrit. Alexandre a émis un son étranglé. Alors quoi? Elle peut juste tout prendre en otage? Elle peut protéger ses intérêts juridiques, a corrigé Lambert, tout comme vous avez le droit de protéger les vôtres. J'ai ramassé mon sac, soudainement épuisé. L'adrénaline qui m'avait portée pendant la dernière heure retombait, me laissant tremblante et vide. Je rentre chez moi, ai-je dit. Maître Lambert, s'il vous plaît, envoyez-moi votre évaluation quand elle sera prête. J'examinerai toutes les options juridiques dont je dispose. Claire, attends, a dit papa, trouvant enfin ses mots. Sa voix était rauque, désespérée. Nous devons en parler en famille. Je l'ai regardé. Cet homme qui venait d'essayer de m'effacer de son testament tout en supposant que j'étais trop désorganisée pour riposter, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Nous ne sommes pas une famille, ai-je dit doucement. Nous sommes des gens qui partagent de l'ADN et un historique d'urgence que je répare. Il y a une différence. Je suis sortie de la salle de conférence, passant devant les visages choqués des proches, devant l'installation de célébration qui semblait maintenant absurde, devant la réceptionniste qui évitait soigneusement de croiser mon regard. J'ai atteint ma voiture avant que les tremblements ne commencent. Je me suis assise sur le siège conducteur, les mains agrippant le volant, et j'ai senti 5 ans d'émotions enfouies essayer de se frayer un chemin vers la sortie. Colère et chagrin et soulagement et terreur, tous mélangeant jusqu'à ce que je ne puisse plus les distinguer. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Je m'étais levée. J'avais parlé. J'avais refusé d'être effacée. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alexandre. Il faut qu'on parle. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu. Je n'ai rien déchiré du tout. J'ai juste finalement arrêté de tout faire tenir ensemble. J'ai rangé le téléphone et démarré la voiture. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les batailles juridiques ou les drames familiaux sur le point de se dérouler, une chose était certaine. J'avais fini d'être invisible et j'avais fini de m'excuser de prendre de la place. Les 3 jours suivants furent chatte le chaos. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Alexandre a appelé 17 fois. Maman a laissé des messages vocaux qui commençaient par des supplications et finissaient par des accusations. Papa a envoyé des SMS qui étaient en quelque sorte à la fois des excuses et des exigences. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. J'avais besoin d'espace pour penser, pour respirer, pour comprendre qui j'étais quand je ne résolvais pas les problèmes de tout le monde. Mais le 4e jour, Lambert a appelé avec une mise à jour. « J'ai terminé mon analyse, a-t-il dit. Votre revendication de propriété est solide. Basée sur la dette que vous avez résolue et la clause de protection dans l'accord de mandat, vous avez une base juridique légitime pour revendiquer environ 48% de la propriété des actifs garantis. 48%, presque la moitié de tout. Qu'est-ce que c'est que cela signifie concrètement? Ai-je demandé. Cela signifie que votre père ne peut pas transférer, vendre ou modifier de manière significative la propriété ou les actifs de l'entreprise
sans votre consentement écrit. Cela signifie également que vous avez le droit d'être consulté sur toutes les décisions majeures concernant ces actifs à l'avenir. Je me suis assise, mes jambes soudainement instables. Donc le testament, tel qu'il est écrit, ne peut pas être exécuté, a confirmé Lambert. Pas sans votre accord. Après avoir raccroché, j'ai fixé le mur de mon appartement pendant un long moment, traitant ce que cela signifiait. J'avais du pouvoir maintenant, du vrai pouvoir, le genre qui ne pouvait pas être écarté ou ignoré ou tenu pour acquis. La question était, qu'est-ce que je voulais en faire? Ce soir-là, Lambert a organisé une réunion de famille d'urgence. Tout le monde était tenu d'y assister. Moi, maman, papa, Alexandre et Lambert, lui-même, pour faire la médiation. L'atmosphère dans cette salle de conférence était complètement différente de celle de la lecture du testament. Pas de fleurs, pas de champagne, pas de célébration, juste 5 personnes assises autour d'une table. Le poids des accusations non dites lourd dans l'air. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 4 jours. Les yeux de maman étaient cernés de rouge. Alexandre était assis les bras croisés, irradiant le ressentiment. Lambert s'est éclairci la gorge. Merci à tous d'être venus. Nous sommes ici pour discuter de la situation concernant la succession du bois et trouver une voie à suivre qui respecte les droits juridiques de chacun. Droits juridiques? A dit maman amèrement. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Madame Dubois, a dit Lambert doucement, Claire a une revendication de propriété valide. Nous devons faire face à cette réalité. Alexandre s'est penché en avant. Très bien, faisons face. Claire, c'est quoi ton prix? Combien on doit te payer pour que tu renonces à ta réclamation et que tu laisses le testament de papa tel qu'il est écrit? La brutalité de la chose m'a fait rire. Tu penses que c'est une question d'argent, n'est-ce pas? Alexandre a riposté. Tu tiens notre héritage en otage. De quoi d'autre pourrait-il s'agir? De respect, ai-je dit doucement. De reconnaissance. Reconnaître que j'existe et que mes 5 ans de sacrifice ont signifié quelque chose. Maman a émis un son dédaigneux. On apprécie ce que tu as fait, Claire. Mais tu ne peux pas t'attendre à... Je n'attends plus rien, l'ai-je interrompu. C'est ça le problème. J'ai passé 5 ans à attendre que vous remarquiez, à attendre que vous vous souciez, à attendre que vous me voyiez comme autre chose qu'une solution pratique à vos problèmes. J'ai fini d'attendre. Papa a finalement parlé, sa voix rauque. Alors, qu'est-ce que tu veux, Claire? Dis-nous juste. Qu'est-ce qui va arranger ça? J'ai sorti un document que j'avais préparé, ma propre proposition, soigneusement rédigée avec les conseils de Lambert. Je veux que le titre de la maison soit divisé légalement entre moi et Alexandre, propriété égale. Je veux que les actifs de l'entreprise soient placés dans une structure, type SCI ou indivision, où nous avons tous les deux des droits de vote égaux, et je veux une reconnaissance écrite de mon rôle dans la résolution de vos dettes, incluse comme un addendum au testament. La pièce est devenue silencieuse. « Tu veux la moitié de tout », a dit Alexandre platement. « Je veux la reconnaissance pour avoir tout sauvé », ai-je corrigé. « Il y a une différence. » La voix de maman s'est élevée. « Tu déchires cette famille pour des signatures et de l'ego. » Quelque chose en moi a craqué. Le calme prudent que j'avais maintenu pendant des jours s'est fissuré et la colère en dessous a déferlé. « Non, maman, » ai-je dit, la voix tremblante. « Tu as déchiré cette famille quand tu as décidé qu'un enfant comptait plus que l'autre, quand tu as félicité Alexandre d'être là alors que je faisais le vrai travail, quand tu as célébré son potentiel tout en prenant ma réalité pour acquise. C'est toi qui as fait ça, pas moi. » « On vous a élevés tous les deux pareils, » a protesté maman faiblement. « Non, » ai-je dit. Vous avez élevé Alexandre en lui faisant croire que le monde lui devait le succès. Vous m'avez élevé en me faisant croire que mon travail était de m'assurer qu'il l'obtienne. Alexandre s'est levé brusquement. C'est ridicule. Tu n'es pas faite pour les affaires, Claire. Tu es douée avec les chiffres et les tableurs, bien sûr, mais diriger une vraie entreprise. Papa sait que je suis mieux placée. Où étais-tu quand la banque voulait fermer la boîte? Ai-je demandé, ma voix mortellement calme. Mais où étais-tu quand les fournisseurs menaçaient de poursuivre? Où étais-tu quand papa faisait des crises de panique parce qu'il ne pouvait pas payer les salaires? Alexandre a ouvert la bouche, puis l'a fermée. J'étais là, ai-je continué. C'est moi qui ai négocié l'extension de paiement qui a maintenu ton futur empire en vie.
C'est moi qui ai convaincu les créanciers de se contenter de moins. C'est moi qui ai travaillé 80 heures par semaine pour gagner assez pour couvrir ce que l'entreprise ne pouvait pas. Alors ne me dis pas que je ne suis pas faite pour les affaires. J'ai sauvé une entreprise. Tu n'étais même pas là pour la regarder mourir. Papa a mis sa tête dans ses mains. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis papa a dit quelque chose qui m'a surprise. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais tout le monde l'a entendu. Elle a raison. Maman s'est tournée vers lui. « Robert? » « Elle a raison, » a répété papa plus fort maintenant. Il a levé les yeux, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois depuis la lecture du testament. J'avais honte quand tout s'effondrait. Quand j'ai dû demander à ma fille de 23 ans de me sauver parce que son frère aîné était parti se trouver, j'avais honte. Et au lieu de faire face à cette honte, j'ai construit Alexandre. Je l'ai transformé en ce dont j'avais besoin qu'il soit. Le successeur, le fort, celui qui pouvait porter le nom de la famille. Il a ri amèrement. Mais Alexandre n'a rien porté. C'est toi. Et je ne pouvais pas l'admettre parce que l'admettre signifiait admettre que j'avais échoué en tant que père, en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise. L'aveu est resté suspendu dans l'air, brut et douloureux. « Alors, tu lui as tout donné ?» ai-je dit doucement, pour te sentir mieux de t'être appuyé sur moi. Papa a hoché la tête et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je pensais que si je donnais l'avenir à Alexandre, cela prouverait que je n'avais pas vraiment échoué, que j'avais construit quelque chose qui valait la peine d'être transmis. Je n'ai pas réalisé que je t'effaçais dans le processus. L'aveu a changé quelque chose dans la pièce. La colère défensive s'est échappée lentement, remplacée par quelque chose de plus compliqué, de plus honnête. Lambert a suggéré calmement que nous fassions une pause. Maman et Alexandre sont sortis, me laissant seule avec papa. Nous sommes restés assis dans un silence inconfortable pendant un moment. Puis papa a dit « Parle-moi de la facture d'hôpital. » Je l'ai regardé, surprise. « Quoi? » « La facture d'hôpital. Lambert l'a mentionné quand il lisait ta documentation. Je veux l'entendre de toi. » J'ai pris une profonde inspiration. « Tu as eu cette frayeur de santé il y a 3 ans. Tu t'es évanoui sur le chantier et ils t'ont emmené aux urgences d'une clinique privée. Quand je suis arrivée, tu étais inconscient. Les médecins faisaient des tests et le service facturation avait besoin d'infos d'assurance. » Papa a hoché la tête lentement. Je me souviens de m'être réveillée. Tu étais assise sur la chaise à côté de mon lit. Ta mutuelle avait été résiliée, ai-je continué. Tu avais manqué des paiements pendant la crise et la couverture avait été stoppée. L'hôpital voulait des garanties de paiement avant de continuer le traitement spécialisé. Maman et Alexandre étaient tous les deux injoignables. Maman rendait visite à sa sœur. Alexandre était. Je ne me souviens même pas où était Alexandre. Qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai donné ma carte de crédit, et je dis simplement. Je leur ai dit de débiter tout ce dont ils avaient besoin. La facture s'est élevée à 18 000 €. Ça m'a pris 14 mois pour la rembourser. Le visage de papa s'est froissé. « Claire, tu n'as jamais demandé comment ça avait été payé. » J'ai dit, « Tu as juste supposé que l'assurance avait couvert. Et je t'ai laissé supposer ça parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable. Je pensais que si je gérais ça tranquillement, si je continuais à résoudre les problèmes sans te faire face, tout irait bien. » « Mais ça n'allait pas, » a dit papa. « Non, ça n'allait pas, parce que tu ne me voyais pas. Tu voyais un problème résolu, mais tu ne me voyais pas le résoudre. » Papa est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Quand es-tu devenue si forte? » La question m'a prise au dépourvu. « Quoi? Tu as toujours été la fiable. Même enfant, tu gérais des choses dont Alexandre ne pouvait pas se soucier. Tu restais debout tard pour m'aider avec la paperasse. Tu rendais tout plus facile. » Il a secoué la tête. « Je pense que c'est pour ça que je me suis tant appuyée sur toi pendant la crise. Parce que je savais que tu pouvais gérer. Tu étais assez forte. Être forte ne veut pas dire que je n'avais pas besoin de soutien. » ai-je dit, ma voix se brisant. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas besoin de savoir que ma force comptait pour toi, que je comptais pour toi. « Tu comptes, » a dit papa désespérément. « Claire, tu comptes tellement. » « Alors pourquoi as-tu essayé de m'effacer de ton testament? » La question l'a stoppé net. « Je n'essayais pas de t'effacer, » a-t-il dit finalement. « J'essayais de donner à Alexandre ce dont il avait besoin sans rien t'enlever. Dans ma tête, tu allais t'en sortir quoi qu'il arrive.
Tu es capable, indépendante, intelligente. Alexandre. Alexandre a besoin de plus d'aide. Donc, tu as décidé que j'avais besoin de moins parce que j'avais déjà prouvé que je pouvais survivre sans toi. Papa a tressailli. Quand tu le dis comme ça, c'est ce que j'ai fait. Tu m'as puni d'être forte en supposant que je n'avais besoin de rien, ai-je dit. Tu as récompensé Alexandre d'être faible en lui donnant tout. Nous sommes restés assis dans un silence lourd. À travers la porte de la salle de conférence, je pouvais entendre maman et Alexandre parler à voix basse et tendue. Finalement, papa a parlé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on répare ça? »« Oh, je ne sais pas si on peut réparer, » ai-je dit honnêtement. « Mais on peut commencer par être honnête. On peut commencer à se traiter comme si on était vraiment une famille, au lieu de jouer des rôles. » Maman et Alexandre sont revenus, suivis de Lambert. Nous nous sommes tous rassis, l'atmosphère légèrement moins hostile qu'avant, mais toujours fragile. « J'ai parlé avec Alexandre, » a dit maman prudemment. « Nous avons discuté de ta proposition. »« Et ?» j'ai demandé. Alexandre avait l'air mal à l'aise, comme si les mots étaient arrachés de lui contre sa volonté. « Je n'aime pas ça. » « Je pense que l'entreprise devrait aller à une seule personne et je pense que je suis mieux placée pour la diriger. » Mais il a marqué une pause, luttant. « Je ne peux pas non plus prétendre que tu ne l'as pas sauvé. Je ne peux pas prétendre que j'étais là quand tu faisais le boulot. Ce n'étaient pas des excuses. Ça n'était même pas proche, mais c'était une reconnaissance. Et c'était plus que ce que j'avais obtenu en 5 ans. La propriété égale n'est pas négociable, ai-je dit. Je ne demande pas la permission. J'ai un droit légal et je l'exerce. Papa a hoché la tête lentement. Alors nous devons trouver comment gérer les actifs ensemble. Comment prendre des décisions sans qu'une personne contrôle tout. Une structure de société civile a du sens, a proposé Lambert. Droit de vote égaux. Les décisions majeures nécessitent les 2 signatures et des limites clairement définies pour ce qui constitue une décision majeure. Et si on n'était pas d'accord, a demandé Alexandre. Alors on négocie comme des adultes, ai-je dit, ou on engage un médiateur. Mais aucun de nous ne peut passer outre l'autre juste parce qu'il pense savoir mieux. Alexandre n'avait pas l'air content, mais il a hoché la tête. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons martelé les détails. Lambert a rédigé document après document, chacun essayant d'équilibrer mes droits légaux avec le désir de ma famille de maintenir une certaine version de l'intention originale de papa. C'était épuisant. Chaque conversation donnait l'impression de marcher dans un champ de mine. Alexandre acceptait quelque chose, puis essayait de le renégocier le lendemain. Maman appelait en pleurant sur la façon dont je détruisais l'unité familiale. Papa oscillait entre soutien et ressentiment selon qu'Alexandre l'avait vu en premier ou non. Mais lentement, douloureusement, nous avons fait des progrès. La nouvelle structure ressemblait à ceci. La maison serait divisée à 55-50 entre moi et Alexandre, avec des termes clairs sur la façon dont les décisions concernant la propriété seraient prises. Les actifs de l'entreprise iraient dans une société avec des droits de vote égaux. Toute décision financière majeure, vente d'équipements, prise de nouvelles dettes, rénovation importante nécessitait nos 2 signatures. Et surtout, il y aurait une reconnaissance écrite de mon rôle dans le sauvetage de la famille, de la faillite incluse, comme addendum officiel au testament. Le jour où nous nous sommes tous assis pour signer les documents révisés, l'atmosphère était tendue mais résignée. Ce n'était pas ce que personne n'avait voulu, mais c'était ce que l'équité exigeait. Alexandre a signé avec des mouvements serrés et colériques. Maman pleurait doucement. La main de papa tremblait alors qu'il apposait sa signature sur chaque page. J'ai signé en dernier, ma signature ferme et claire. « C'est fait », a dit Lambert. « La société et les accords de propriété révisés sont maintenant juridiquement contraignants. » Personne n'a célébré. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Alexandre m'a prise à part dans le couloir. Son expression était compliquée, blessée, en colère, mais aussi quelque chose qui aurait pu être du respect. « Tu m'as vraiment pris au dépourvu », a-t-il dit. « On t'a tout donné sans te demander comment c'était arrivé là, » ai-je répondu. « Pour une fois, tu devais voir ce que ça fait quand quelqu'un d'autre tient le stylo. » J'ai toujours pensé. Sa voix s'est éteinte, puis a recommencé. J'ai toujours pensé qu'il me favorisait parce que je l'avais mérité d'une manière ou d'une autre, parce que j'étais censée prendre la relève, alors ils investissaient en moi.
Je n'ai pas réalisé qu'il me favorisait pendant que tu faisais tout le vrai travail. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était plus proche que ce à quoi je m'attendais. « Essaie peut-être de mériter ta moitié cette fois, » ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, quelque chose changeant dans son expression. « J'essaierai. » Après que tout le monde fut parti, papa a demandé à me parler seul une dernière fois. Nous étions debout sur le parking, le soleil de l'après-midi chaud sur nos visages. « J'ai quelque chose pour toi, » a-t-il dit. Il a sorti une vieille enveloppe, jaunie par l'âge, adressée à moi avec une écriture que j'ai reconnue comme étant celle de ma grand-mère. « Et qu'est-ce que c'est? Ta grand-mère l'a laissée pour toi avant de mourir. Elle me l'a donnée et m'a demandé de te la donner quand le moment serait venu. » Il avait l'air honteux. Je l'ai gardée parce que je pensais que si tu la lisais, tu réaliserais combien tu en faisais pour nous et alors peut-être que tu arrêterais. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite dans l'écriture soignée de ma grand-mère. « Ma très chère Claire, si tu lis ceci, je suis partie et j'espère que le monde a été gentil avec toi. Je soupçonne qu'il n'a pas été assez gentil parce que tu es trop doué pour rendre la vie de tous les autres plus facile. Tu faisais déjà ça, enfant. Prendre soin de tes parents, gérer ton frère, résoudre des problèmes que personne ne t'avait demandé de résoudre. Je veux que tu saches que je te vois. Je t'ai toujours vu. Tu es celle qui fait tenir tout le monde ensemble. Et c'est un don, mais c'est aussi un fardeau. S'il te plaît, ne laisse pas ce fardeau te faire oublier que tu comptes tout autant que les gens que tu aides. Je te laisse un petit compte d'épargne. Pas grand-chose, mais c'est à toi seul. À personne d'autre. Utilise-le pour quelque chose qui te rend heureuse, pas quelque chose qui te rend utile. Tu es plus que ce que tu peux faire pour les autres. Avec tout mon amour, grand-mère. » J'ai refoulé mes larmes en sortant le certificat d'épargne. Ce n'était pas une fortune. Peut-être 15 000 €, mais c'était à moi. Entièrement, complètement à moi. « Pourquoi tu ne me l'as pas donnée quand elle est morte? » J'ai demandé. « Parce que tu en faisais déjà trop, » a dit papa. « Et j'avais peur que si tu avais ton propre argent, tu arrêtes de nous aider. J'ai été égoïste, Claire. Je suis désolée. » J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine, sentant le poids des mots de ma grand-mère, sa reconnaissance, son amour. « Merci de me l'avoir donné maintenant, » ai-je dit. Papa a hoché la tête, les yeux humides. « Je vais faire mieux. » Je ne sais pas encore comment, mais je vais essayer. 2 mois plus tard, j'étais assise dans mon appartement, le même petit appartement où je vivais depuis des années, et je regardais les documents étalés sur ma table. Mais cette fois, ce n'étaient pas les problèmes de mes parents. C'était mes propres projets. La bataille juridique était terminée. La nouvelle société était établie. Alexandre et moi avions une relation de travail maladroite mais fonctionnelle. Nous avions pris 2 décisions conjointes sur l'entreprise jusqu'à présent. Et même si aucun de nous n'aimait le processus, nous apprenions à faire des compromis. Plus important encore, j'apprenais à construire ma propre vie au lieu de maintenir celle des autres. J'avais utilisé les économies de ma grand-mère pour suivre un cours de développement professionnel en planification financière. Je construisais ma propre clientèle, aidant les gens à gérer leurs finances. Mais cette fois, j'étais payée pour ça. Correctement payée, pas juste une reconnaissance pleine de gratitude. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. « On peut se voir pour un café cette semaine? J'aimerais ton avis sur quelque chose. » Pas une exigence, pas une urgence, une demande. J'ai souri et répondu. Bien sûr. Mercredi à 14 h. Parfait. Et Claire, c'est moi qui invite. C'était une petite chose, mais ça comptait. Un autre texto est arrivé, celui-ci d'Alexandre. Trouver un client potentiel pour l'entreprise. Besoin de ton avis avant de m'engager. Tu peux jeter un œil au contrat? J'ai renvoyé un pouce en l'air et pris note de l'examiner ce soir-là. Les choses testées n'étaient pas parfaites. Maman essayait encore parfois de me culpabiliser pour obtenir des faveurs sans réciprocité. Alexandre agissait encore parfois comme s'il méritait plus de poids dans les décisions d'affaires juste parce qu'il était plus âgé. Papa avait encore du mal à me traiter comme une partenaire égale au lieu d'une aide pratique. Mais ils essayaient. Et plus important encore, je n'étais plus disposée à accepter moins que ce que je méritais juste pour maintenir la paix. 1 semaine plus tard, papa est venu à mon appartement. C'était la première fois qu'il venait me voir. D'habitude, c'est moi qui allais chez eux, un autre petit symbole de l'ancienne dynamique. Mais aujourd'hui, il avait demandé s'il pouvait venir chez moi.
Il a apporté du café et des viennoiseries. Un autre petit geste qui reconnaissait que c'était une réunion entre égaux, pas un parent convoquant un enfant. « J'ai besoin d'aide pour quelque chose », a-t-il dit une fois installé. « Mais cette fois, je veux bien faire les choses. Je veux apprendre, pas juste que tu règles ça. » « C'est quoi ?» ai-je demandé. « La planification de la retraite. Je l'évite depuis des années, mais je ne rajeunis pas. Je ne veux pas finir dans une autre crise financière quand je serai trop vieux pour m'en remettre. » Il a sorti un dossier à lui, beaucoup plus fin que le mien ne l'avait été, mais c'était un début. Relevé bancaire, informations sur le compte retraite, projection de la sécurité sociale. « Je pensais qu'on pourrait travailler dessus ensemble, a-t-il dit. Si tu veux bien, j'aimerais apprendre. Et cette fois, j'aimerais te payer pour ton temps correctement. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait si profondément déçu, qui avait essayé de m'effacer de son avenir, qui n'avait vu ma valeur que lorsque je l'avais forcé à la reconnaître. Mais aussi cet homme qui est assis dans mon appartement à demander à apprendre, offrant de payer, essayant d'être meilleur. On peut faire ça ensemble, ai-je dit. Mais à partir de maintenant, je ne le fais pas seul et je ne le fais pas gratuitement. C'est juste, a dit papa, et il le pensait. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue ses finances. Pour la première fois de ma vie, il posait des questions au lieu d'attendre juste que je résolve les choses. Il prenait des notes. Il s'impliquait. Il me traitait comme une professionnelle dont les connaissances avaient de la valeur. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras, une vraie étreinte, pas le genre superficiel, et a dit « Merci de ne pas avoir complètement abandonné avec nous. » « Je n'ai pas abandonné avec vous, ai-je dit. J'ai juste arrêté de m'abandonner moi-même. Après son départ, je suis restée à ma fenêtre à regarder la ville. Mon téléphone était posé sur la table derrière moi. Les documents du testament révisés enregistrés dans mon cloud étaient la preuve que j'existais, que je comptais, que mes 5 ans de sacrifice avaient valu quelque chose. Après tout, je n'étais plus invisible. J'avais passé si longtemps à me faire plus petite pour que tous les autres puissent être plus grands. J'avais cru qu'être utile était la même chose qu'être valorisé, que résoudre les problèmes en silence était la même chose qu'être apprécié, mais j'avais appris à la dure qu'on ne peut pas aimer les gens jusqu'à ce qu'ils vous voient. On ne peut pas se sacrifier jusqu'à ce qu'on compte. Parfois, vous devez exiger votre espace. Vous devez présenter vos preuves. Vous devez faire glisser le dossier en avant, vous lever et refuser de disparaître. Et oui, c'est terrifiant. Oui, ça risque tout. Oui, ça pourrait faire exploser votre vie. Mais être invisible est une sorte de mort en soi. J'ai pris mon ordinateur portable et l'ai ouvert sur ma page professionnelle de planification financière. 3 nouvelles demandes de clients m'attendaient. Des gens qui étaient prêts à payer pour mon expertise, qui valorisaient mes connaissances, qui me voyaient comme plus qu'une solution pratique à leurs problèmes. J'ai souri et j'ai commencé à taper des réponses. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, pas sans complications, mais enfin complètement et indéniablement la mienne, et j'avais fini de m'excuser pour ça. Alors voici ma question pour vous. Si vous aviez la preuve que vous aviez sauvé tout le monde autour de vous, mais qu'ils choisissaient quand même de vous effacer de leur avenir, auriez-vous le courage d'exiger qu'ils vous voient? Si cette histoire a résonné en vous, explosez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur comment trouver sa voix quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez silencieux.